Nous avons tendance à croire qu'il faut séparer vie professionnelle et vie personnelle, jusqu'à ce que la vie elle-même nous rappelle à l'ordre. Dans ces cas-là, il n'est plus possible de séparer. Et que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vie professionnelle et vie personnelle vont subir de profonds changements. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Bonjour, je suis Thibaut Viel. Et toute ma carrière, je l'ai consacrée à développer des projets comme entrepreneur ou comme conseil. Aujourd'hui, je reçois Olivier Césaro, chef d'entreprise également, qui nous raconte cet événement de la vie qui l'a énormément marqué et qui lui a fait profondément changer sa manière de manager. Bonjour Olivier, Bonjour. merci d'être avec moi sur ce podcast, Scène de Management. Donc, je te présente rapidement pour nos auditeurs. Donc, tu es Olivier Césaro et tu es donc le dirigeant de Césaro Construction et Césaro Rénovation, une société familiale créée par ton grand-père, si je me souviens bien, nos échanges d'il y a quelques jours, c'est ça? C'est ça. Il est à 85 ans maintenant. Donc, une société qui a 85 ans Mhm. et qui a combien de collaborateurs, combien On a un tout petit peu moins de 40 aujourd'hui. D'accord. Ce que j'appelle une petite PME qui, voilà. Après, tout dépend où on met les curseurs, mais Ouais, il y a toujours un seuil entre la voilà. TPE de moins de 10, la PME de plus de 500 et cette espèce de flou entre les deux, avec Ouais. tous les effets de seuil qu'il y a en France. Très bien, bah, écoute, bienvenue, merci d'être avec moi et les auditeurs aujourd'hui. Alors, je te rappelle rapidement le principe de ce podcast, hein. L'idée, c'est une histoire vécue qui t'a fait réfléchir et évoluer dans ta manière d'aborder le management et que tu souhaites partager avec nos auditeurs parce qu'il te semble qu'il y a un enseignement à en tirer. Donc, pour toute histoire, il y a une situation de départ. Donc, déjà, est-ce que tu as une histoire en tête? Est-ce que tu as un moment clé comme ça qui est pour toi un déclencheur dans ta manière Oui, d'envisager le management, puisque tu as maintenant 40 collaborateurs, donc c'est le bon moment du management. oui. En fait, je pense on a toujours, il y a toujours des moments clés. Il y en a plusieurs. Hmm. Après, il y a des éléments qui sont plus ou moins importants. Je pense on a tous au fond de nous une espèce de ligne de conduite. Donc, quand j'ai repris l'entreprise il y a maintenant 16 ans, j'avais volonté de travailler de manière collaborative et puis d'emmener les personnes autrement avec un autre, une autre vision du management parce que quand on est dans des vieilles entreprises, d'anciennes entreprises, eh bien avant ça se passait à la dure, hein. Il Oui, fallait il n'y a pas trop de questions à se poser. Il fallait pas trop s'en poser. C'était arrête de réfléchir et puis vas-y, fonce, quoi. Donc, la tête dans le cambouis ou là, plutôt dans le plâtre. ouais, c'est ça, pousse la brouette. Donc, Ouais. il faut y aller. Il faut arrêter de réfléchir, il faut pousser. Et puis, voilà. Je schématise un petit peu, hein, mais parce qu'il y a bien sûr, il y avait des savoir-faire, il y avait des compétences, mais je dirais que les gens étaient plus à suivre qu'à prendre des initiatives ou en tout cas, les initiatives étaient limitées. Donc moi, mon événement marquant, c'est un décès d'une personne très proche, voilà, qui était mon cousin. Oui. J'avais un peu plus de 40 ans et puis c'était un événement brutal. Voilà, j'ai perdu aussi ma mère, voilà, d'une maladie, comme ça arrive à tout le monde. Mais dans ces événements, eh bien, en fait, on se pose un peu plus de questions que d'habitude. Déjà, Mhm. je suis du genre à m'en poser pas mal. Et bien là, je me suis posé des grandes questions existentielles. En fait, tout ça, à quoi ça sert? Puisque si demain, il n'y a plus rien, bah, ça sert à quoi? Voilà. Donc, du coup, j'ai eu une période
de réflexion, d'introspection et puis de remise à plat en se disant bah, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc c'est là que j'ai commencé à voir les choses encore autrement et c'est vraiment avec un autre prisme, sous un autre prisme. D'accord. Donc, tu avais déjà un petit peu cette sensibilité. Tu en étais à quel moment dans ta carrière et tu avais donc déjà repris l'entreprise familiale à ce moment-là? J'avais déjà repris l'entreprise familiale. Dans mon optique, c'était déjà d'organiser, structurer la partie technique. Donc, dans nos métiers, c'est l'établissement des devis, le suivi de chantier, la préparation de chantier, les méthodes, la logistique. Donc, on avait déjà pas mal avancé, construit des nouveaux bureaux, faire évoluer l'entreprise vers l'entreprise générale. Donc, on était beaucoup sur l'organisation, Oui, tout en prenant en compte les avis des uns et des autres. Et on en était moins au stade de vraiment remettre les personnes au cœur du processus. Voilà, d'accord. Donc, c'était une évolution quand même. J'imagine une entreprise familiale qui devait être un petit peu, de ce que j'entends, de ce que tu m'as dit avant, un peu traditionnel, hein, le mode de management peut-être un petit peu paternaliste, à l'ancienne, pas forcément très structuré, mais avec beaucoup de savoir-faire technique, c'est exactement. ça? Ouais, c'est Et exactement ça. l'idée de mettre en place une organisation, tu dis des nouveaux locaux, bon, c'est très structurant pour une entreprise, hein, c'est Oui, aussi beaucoup de projets, beaucoup d'investissements, donc un pari sur l'avenir. Et au moment où ça se passe, tu as donc ces deux décès qui se produisent, donc c'est forcément dramatique. Qu'est-ce que ça a été, quelles ont été déjà les conséquences pour toi de ces événements? alors, déjà, effectivement, les premières années, ouais, c'est structurant. Donc, on veut aussi, quand on le fait dans une entreprise familiale, on prend en compte la famille. La Mm. famille, j'avais, voilà, mes cousins, mon père. Donc, on prend en compte les avis des uns et des autres parce qu'on ne veut pas non plus renverser la table. Donc, on veut respecter l'histoire et donc il y a tout un cheminement. Et puis, quand ces événements arrivent, ben, en fait, comme dans chaque processus de deuil, en fait, c'est-à-dire que ben, au début, il y a de la tristesse, il y a de la colère, bien sûr. Et puis à un moment, on se dit, ben, on passe par une phase de chaos, c'est-à-dire qu'on est perturbé. On se dit, qu'est-ce que, est-ce que tout ça, ça vaut le coup? Est-ce que, euh, est-ce que ça vaut le coup de continuer de cette manière? Est-ce que ça vaut le coup tout simplement de mettre de l'énergie dans une machine comme celle-ci? Euh, Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je voilà. Donc on se repose des questions. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai euh, j'ai eu une période où j'ai senti que je commençais à m'essouffler, à être plus fatigué. Donc Mhm. physiquement, voilà. Donc on ressent de la fatigue. Et puis après, bah, et moi j'ai souvent été accompagné en coaching dans mon entreprise D'accord. en tant que dirigeant. Ça, ça fait maintenant ouais, presque une quinzaine d'années. Donc, du coup, quand on se sent un peu essoufflé, ben, on se fait accompagner, quoi. Moi, en tout cas, Oui. c'est ma façon de procéder. Et puis, si on sent que on a plus à aller voir quelque chose à titre perso, eh ben, on va approfondir des sujets voilà, plus personnels. Donc, j'ai toujours fonctionné comme ça. Une problématique, qu'est-ce qu'on met en place pour régler cette problématique? Donc, c'est ce que j'ai fait pour moi. Et j'ai commencé à aller plus au fond de moi pour aller chercher des réponses à des questions que je pouvais me poser ou aller chercher des questions que je me posais pas peut-être. D'accord. Voilà, Ce que j'entends, c'est qu'il y avait dans ces événements quelque chose qui ont remis en cause peut-être des croyances, des modes de fonctionnement, et que tout tu à te fait. sentais plus tellement aligné par rapport à peut-être à des objectifs que tu t'étais fixé pour la boîte, ou à la raison d'être, même peut-être de la boîte. J'ai entendu même pourquoi on fait ça, Bien cette sûr. raison d'être, Oui, bien et sûr. qu'il a fallu pour retrouver cet alignement, continuer à avancer, que tu ailles chercher avec cette démarche de coaching que tu avais déjà entamée, mais que tu ailles refaire ce travail sur toi. Euh,
comment ça s'est passé à ce niveau-là, au moment au niveau de la boîte? Il y a eu un moment de flottement, tu as pu t'appuyer sur d'autres, les collaborateurs. Comment ça s'est passé? J'ai pu m'appuyer sur d'autres collaborateurs. Après, c'est sûr que quand le chef d'entreprise est fragilisé, eh bien, c'est toute l'entreprise qui est fragilisée. Oui, Donc, donc j'ai été voilà bien quand même bien soutenu. Et puis j'ai expliqué aussi aux collaborateurs ce que j'entreprenais. En fait, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est nécessaire de comprendre les personnes pour mieux les accompagner. Ça, c'était une des réflexions très rapides. Et pour arriver à mettre en place un travail plus collaboratif et plus participatif. Donc, comment on comprend mieux les personnes? Et ça, je ne savais pas. Voilà. Donc, je me suis dit, comment je vais pouvoir apprendre le fonctionnement des personnes? Et je me suis dit, bah, je vais me former au coaching. Voilà. d'accord, Donc, j'ai entamé une formation pour être coach. En me disant bah, si j'apprends à mieux peut-être écouter, accompagner, etc., je gagnerai certainement en performance, puisque si je parviens pas à avoir un meilleur travail collaboratif, c'est que probablement, moi, au fond, il y a une partie qui m'échappe. Donc je vais me former. Voilà, je me suis tout simplement formé et découvert autre chose. c'est une remise en question qui est quand même assez importante, pour dire fondamentale. On passe du dirigeant qui dirige, au sens où on l'entend premier, au dirigeant qui va aussi être à l'écoute, dirigeant coach. Oui. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton approche concrètement au niveau des collaborateurs, et qu'est-ce que tu as pu percevoir une fois que tu as appliqué cette approche dans ton entreprise? Alors, déjà, je leur ai expliqué que j'allais faire une formation de coaching, parce que je Oui, leur ai tous expliqué. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre? Voilà. Euh, mais au fond de moi, dans le début du coaching, en fait, qu'est-ce qu'on apprend? C'est l'écoute. Et ça m'a tout de suite parlé, parce que je pense que ça a toujours été une de mes, peut-être, forces, où j'ai toujours écouté les gens. En tout cas, je me suis efforcé de les écouter. Et du coup, et du coup, en fait, j'ai juste appris plus de choses, c'est-à-dire le comportement des personnes, les piliers de fonctionnement d'une personne, le côté émotionnel, les peurs qu'on peut avoir, le système de croyance. Donc, tout un tas pour moi, c'est de la mécanique. Ce n'est juste que de la mécanique, c'est des neurosciences. Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. oui, Et je me suis dit, bah, je vais apprendre les mécaniques des neurosciences et, et puis, bah, j'ai appris, ça prend du temps, hein, parce que pour devenir coach, il faut aussi être coaché. Donc, ça veut dire oui. soi-même, ça oblige à un travail sur soi. Et puis, j'ai entamé ce travail. Ça prend plusieurs années. Donc, au fur et à mesure, on change ses comportements. Et puis, on arrive à franchir des petites marches, des petites marches, des petites marches. Voilà, c'est pas à pas. Et je continue en fait sur encore aujourd'hui, j'apprends et j'avance chaque jour. Et les collaborateurs, quel retour ils t'ont fait par rapport à ça? A Au début, posteriori, aucun. peut-être, parce qu'au début, comme tu dis, là, ils avaient l'air de se dire, c'est quoi cette histoire? Il va se former en tant que coach. Oui, bon, ils n'étaient pas forcément demandeurs au départ, mais Au début, rien. Et puis ensuite, on change de posture en fait au mhm, fur et à mesure, puisque en fait, on essaie de remettre les personnes face à leur responsabilité, à la responsabilité sans les culpabiliser, parce que ça, oui, c'est le grand jeu le grand jeu, c'est un mauvais jeu, mais souvent, on fait culpabiliser les gens. Tu as fait une erreur, c'est pas bien, c'est mal, oui, c'est le système punitif qui en fait mène à mon sens à pas grand chose. Donc du coup, on change de posture. Bon, voilà, les gens font des erreurs. euh, Leur exposer les erreurs, essayer de leur faire comprendre l'importance et les conséquences que ça peut avoir pour l'entreprise, et puis à partir de là, leur demander de voir quelle suite ils vont donner à ça. Donc, euh, donc au début, ça perturbe, et puis au fur et à mesure, quand on explique, les gens commencent à comprendre, à changer d'attitude, voire à s'engager, à être plus ouverts, à partager aussi des choses
personnel, j'ai été assez surpris de voir quelquefois voilà, des ouvriers aujourd'hui qui me disent, bah oui, c'est vrai que là, j'ai eu peur de ça, là, c'est vrai que je manque de confiance en moi. Donc, ça délie les langues. Et puis, euh, et Intéressant puis ça. ça, quoi, pour moi, c'est tellement enrichissant à titre personnel en tant que chef d'entreprise. Ça donne une autre approche de l'entreprise et du travail, tout simplement. Pour moi, ça ouvre une autre vision du travail. Et puis quand vous avez un collaborateur qui vous dit bah, merci parce que tu m'as énormément apporté à titre personnel et pro, bah, je trouve que c'est chouette. Voilà. Donc voilà les réactions que j'ai pu avoir. Oui, donc très positif. Très positif Et ça- et une relation qui s'est mise sur plusieurs niveaux et oui, avec des hauts et des bas, toujours, avec bien des hauts et des sûr. bas. Oui. Avec des hauts et des bas. Et puis aujourd'hui, on en est à ce stade-là. Le parfait collaboratif, bah, on n'y est pas encore, mais ça bouge un peu tous les jours. Et puis voilà, il faut du temps. Je pense qu'il faut aussi accepter qu'il faut du temps, il faut laisser le temps aux gens. C'est des processus de changement, c'est quelques années. Et alors, ce que j'entends, je vais essayer de reformuler quelque chose qui me frappe là dans ce que tu me dis, c'est que cette évolution est très significative entre la société antérieure, dont on disait très paternaliste, où je pense qu'on parlait boulot, 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 et le côté perso, c'était surtout, je vais pas dire tabou, mais il y avait une espèce de pudeur à surtout pas en parler et à pas montrer que ben, on pouvait avoir des soucis à la maison, de santé, financiers, etc. Et, euh, et cette croyance qu'il fallait mettre de côté tous nos problèmes hors professionnel quand on était en entreprise. Et maintenant, cette possibilité de pouvoir dire, bah, oui, ça va pas, j'ai une crainte, j'ai une peur, j'ai pas non plus que c'est le bureau des pleurs ou que chacun vient faire sa thérapie Mhm. à l'entreprise, mais à cette conscience que bah, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans notre vie hors de l'espace professionnel, bah, ça nous affecte aussi dans le professionnel et qu'il faut en tenir compte sans épanchement, mais de manière réaliste, quoi. C'est une réalité aussi. Ouais. En fait, on a tous un point en commun. Et je le répète souvent aux collaborateurs, je leur dis, mais en fait, on a des positions différentes dans l'entreprise de par notre poste de travail. C'est-à-dire que je peux être directeur, conducteur de travaux, chargé d'affaires, ouvrier, aide maçon, peu importe. Et du coup, il y a une hiérarchie. Mais par contre, sur le plan humain, on fonctionne tous de la même manière. Mm. Quand on perd quelqu'un de proche, on a tous la même, on a tous la même mécanique. Donc, c'est-à-dire que on a des responsabilités différentes, mais par contre, sur le plan humain, on peut dire tout ce qu'on veut, on est tous égaux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je m'efforce voilà, différencier les deux choses pour dire, en fait, sur le plan humain, on est tous à égalité. Que je sois chef d'entreprise ou aide ouvrier sur le chantier, on est pareil. Et Ouais. ça, ça change aussi un peu les lignes. Que ça désacralise, je sais pas, le chef d'entreprise, peu importe. Je m'en fous, j'ai presque envie de dire. Mm. Voilà, c'est juste un partage. Et du coup, on se remet avec ses équipes sur ce plan humain, sur certains sujets. Ben, en fait, tout se passe tellement plus simplement, je trouve. Ouais. Ce qui veut dire que la manière d'aborder le collaborateur, ce n'est plus uniquement sur le résultat dans le travail produit, mais c'est aussi sur la relation qu'il y a entre le collaborateur, entre les collaborateurs, dans les équipes. C'est tout ça que tu prends en compte maintenant, peut-être beaucoup plus qu'auparavant. Oui, parce que j'avais toujours, j'ai un schéma d'ailleurs dans mon bureau qui est, c'est une il y a trois cercles en fait Mm. qui se croisent. Et puis au milieu du croisement de ces cercles, il y a le terme compétent. Et ça, c'est ce que je répète souvent aux gens qui sont dans l'entreprise ou que je recrute. Je leur dis, à mon sens, quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a à la fois la connaissance, donc le savoir, à la fois l'expérience, donc le savoir-faire,
Mhm. et à la fois le savoir-être. Et pour moi, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Oui. Donc, avant, on disait, ce gars-là, c'est un bon ouvrier, il faut absolument le garder, parce qu'il avait la connaissance du métier et l'expérience. Et on se Mhm. contentait de ça. Mais moi, je ne me contente pas de ça. Et s'il n'y a pas je recrute d'abord sur le savoir-être, c'est-à-dire quel est le comportement de la personne et quelle est sa sensibilité. Intelligence émotionnelle, on appelle ça comme on veut, en fait, peu importe. Et ensuite, derrière, il va acquérir du savoir où il en a, et l'expérience, il pourra l'acquérir ou pas, et s'il en a, tant mieux. Voilà, Mhm. donc c'est une espèce de triptyque entre ces termes. Voilà. Ça m'aide aussi euh, à y voir plus clair et puis à expliquer aux gens ce que j'attends. Oui. Et dans le domaine du BTP, on a des caractères forts. Souvent, on rencontre souvent des gens qui ont des caractères un petit peu affirmés. Beaucoup. Beaucoup. C'était un euphémisme, effectivement. Oui. Donc, intégrer ça, ça déboussole pas trop au départ? Si, si, Mhm. beaucoup. Mais beaucoup, quelquefois les gens pensent que ça peut être farfelu au début. Oui, Et puis après, voilà, moi, là, j'ai un conducteur de travaux qui me dit, je comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais en fait, maintenant, je comprends. Bah, c'est très bien. En tout cas, le, mon indicateur, pour moi, c'est même pas celui-là, c'est est-ce que je sens que mes collaborateurs sont plus heureux un peu plus chaque jour? Est-ce que moi, je me sens plus heureux chaque jour? d'accord, Donc, si la réponse est oui, bah, je continue, puis on verra. d'accord. Et donc, au niveau de la raison d'être de l'entreprise, tu as retrouvé une réponse qui te satisfait et qui te permet d'être aligné aussi par rapport Oui, à ce que tu veux faire. oui, j'ai compris que aujourd'hui, on n'était pas seulement une entreprise de travaux, on était une entreprise qui aidait en fait les gens qui sont dans le secteur des travaux, que ce soit des gens qui vont faire des travaux ou des gens qui ont besoin de conseils ou des collaborateurs qui veulent évoluer dans le monde des travaux. Et en fait, c'est les accompagner pour qu'ils puissent vivre une expérience intéressante et puis ou avoir un bien qui corresponde à leurs attentes et qui en tout cas améliore leur qualité de vie. Voilà, moi, c'est ce que j'attends dans mon travail. C'est d'avoir une qualité de vie qui soit riche, c'est-à-dire que je m'épanouisse, que mes clients soient contents, que les collaborateurs soient contents, que moi, je trouve que je progresse, que les choses se passent bien, j'ai l'impression d'avancer, et puis finalement, voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai pas de grands besoins à titre personnel, si ce n'est d'arriver à continuer à m'amuser, c'est tout. Oui, d'accord. Continuer à s'amuser dans ce qu'on fait, c'est essentiel. C'est clair. Il me semble. C'est clair. Alors, les auditeurs, a priori, de ce podcast sont plutôt des gens qui sont soit aussi des dirigeants, des managers, ou qui souhaitent le devenir. Si tu avais un conseil à leur donner par rapport à cette expérience vécue ou quelque chose que tu aimerais vraiment partager avec eux, que tu as appris suite à ça. Là, le conseil que je donnerais, j'avais fait une petite conférence sur un sujet de l'entreprise familiale. Et en fait, je concluais cette conférence par la phrase qui est on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un événement douloureux pour commencer à se remettre en question ou se poser les bonnes questions. Oui, Donc, je dirais que pour tout dirigeant, c'est avant d'attendre de ses collaborateurs qu'ils changent, c'est déjà soi-même de voir ce qu'on a à changer chez soi. Et puis après, les choses, je pense, peuvent finalement peut-être plus en découler. Ceux qui adhèrent en fait qui adhéreront à votre vision, eh bien, ils resteront et ils seront fidèles de chez fidèles. Ceux qui n'adhéreront pas, ils finiront par partir. Et puis, vous attirerez peut-être ceux qui partagent votre vision. Donc, je dirais, la vision, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, et d'arriver à chaque jour à l'incarner le plus possible et d'être en accord avec soi. Et après, les choses se passeront ou pas. On n'a pas la réponse à ça. d'accord.
Donc, un conseil important, quelque chose qui n'est pas facile à faire, hein, de se remettre en question, de s'arrêter quand on est dirigeant, de se dire, tiens, est-ce que je suis aligné? Changer par rapport à peut-être des sujets qu'on aimerait améliorer ou voilà. Est-ce que c'est quelque chose, toi, tu l'as fait accompagner? Est-ce que tu conseillerais à d'autres d'avoir un coach ou d'aller dans des formations pour faire ça, de sortir un petit peu? Peut-être on parle parfois de l'isolement du dirigeant aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Oui, Comment tu penses que ce serait le plus ou le moins difficile pour un dirigeant ou un manager de pouvoir mettre en place cette démarche à son pour niveau? moi, c'est une nécessité. Hmm. C'est une nécessité et c'est un dirigeant, en fait, il se lève tôt, alors peut-être pas tous, mais il a beaucoup de choses à gérer. Les journées sont longues, il y a beaucoup de sujets, c'est fatigant, c'est stressant. En fait, c'est presque un entraînement sportif. Donc, Oui. il faut être accompagné pour arriver à tenir le rythme, atteindre des objectifs. Donc, pour moi, oui, c'est hyper important et c'est un conseil de le faire. Et puis, nos collaborateurs, ils ont aussi besoin d'accompagnement. Donc, on ne peut pas leur demander à eux de se faire accompagner et nous de ne pas Hmm. être accompagnés et de se former. Donc, ça fait partie du package. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Cette notion d'exemplarité et d'incarner ces valeurs dont tu parlais. Alors, je sais aussi que ça peut être fait. Enfin, je sais que tu adhères à une association professionnelle, hein, Cobati. C'est à cette occasion-là qu'on était rentré Oui, en contact. Est-ce que ce type d'association, tu penses que ça peut aussi contribuer à cela, de pouvoir discuter entre dirigeants, entre pairs? bien sûr. Alors, là, en plus, le Cobati, c'est une association justement, qui a des valeurs très fortes sur du partage, la convivialité, et effectivement, et de pas de sortir de l'isolement, c'est indispensable. Donc, ça permet de rencontrer des gens qui partagent souvent les mêmes, soit les mêmes approches, ou en tout cas des valeurs communes. Donc, c'est très bien. Les associations, c'est super pour ça. On en a recréé aussi une dans notre secteur local avec tous les entreprises de la communauté de communes, où Hmm. en fait, on s'est dit, on fait une petite asso de chefs d'entreprise. Et notre seul leitmotiv, c'est se rencontrer et pour des moments conviviaux. Point. Voilà. D'accord. Et ça marche super bien. Les gens ne viennent rien chercher si ce n'est un peu de rencontre, du plaisir. Et puis, bien sûr, dans ces cas-là, on parle des autres sujets. Mais c'est le partage toujours. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Donc, ben, écoute, je pense que c'est très intéressant pour les auditeurs, effectivement, ce partage d'expérience. C'est très, j'ai envie de dire, très courageux d'avoir partagé avec nous cet événement douloureux aussi, hein, parce que c'est quand même pas, pas neutre. Ça Voilà, fait partie de la vie. ça fait partie de la vie, mais on Mm. a souvent tendance à ne pas vouloir le voir. Et donc, voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur pour tout ça. Moi, ça m'a touché, en tout cas. Et donc, je rappelle, hein, tu es le Merci. dirigeant de Césaro Construction et Césaro Rénovation. Donc, du côté d'Orléans aussi, c'est ça. Oui, à Beaugency. Euh, et donc, tu as repris la société familiale qui a maintenant 85 ans. Waouh, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. À Merci à bientôt. toi. Merci beaucoup. À bientôt. Sortir de l'isolement, se faire accompagner, se former, faire différemment. Ce sont là les enseignements d'Olivier. Et c'est également le but poursuivi par IOTL que de vous accompagner sur vos projets et développement d'entreprise. Pour connaître notre approche, je vous offre la feuille de route de vos projets, avec le lien qui est bien entendu en commentaire, et l'ensemble des méthodes et des contenus d'IOTL sont également à découvrir sur le site www.ayotl.fr. Dans le prochain épisode, nous aborderons le délicat sujet de la formation des collaborateurs et savoir s'il est opportun de mettre en place rapidement ces formations ou s'il vaut mieux attendre d'avoir bien préparé le terrain. À bientôt sur Scène de Management.